Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour suivre cette grande édition de 20h45. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont signé hier un protocole d'accord en vue de mettre fin aux récurrentes grèves que connaît le secteur depuis le début de l'année académique 2016-2017. Les deux parties se sont accordées sur les principaux points contenus dans la plateforme revendicative. Les détails avec nos reporters Omar Issa et Christine Hadzra. Après 2 semaines de mouvement de grève, l'Union des scolaires nigériens et le gouvernement trouvent un terrain d'entente à travers la signature d'un protocole d'accord qui met fin à la suspension de toutes les activités académiques. C'était hier qu'on a été appelé par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et sous la conduite de son excellence Brigitte Raffini pour discuter de ce qui a conduit l'Union des scolaires nigériens à partir en mouvement. J'aimerais bien vous préciser que nous sommes partis en mouvement il y a 2 semaines de cela, suite au refus du gouvernement à ne pas honorer les engagements qu'ils ont pris à partir du 6 juin passé. Ces engagements ne sont autres que relatifs au paiement de l'aide sociale pour l'université de Zander, l'université de Maradi, l'université de Tawa. Il s'agit encore du paiement de la bourse de vacances. C'est toute l'étendue du territoire national et à l'étranger, des pays qui ont accueilli les étudiants nigériens. Et suite à cela, nous avons engagé un mouvement pendant lequel nous avons vu l'arrestation de 5 de nos militants ici à Niamey et au niveau de la PJ et un de nos camarades à Filingué. Donc dans les accords qu'on a eu avec le gouvernement, je parle de ces 5 points. Il s'agissait d'abord, dans le primordial, la libération sans condition de nos militants qui sont incarcérés dans les prisons. Dès hier soir, tous ont passé leur nuit chez eux. Et c'est là que nous avons dit que c'était un signe de bonne foi au niveau du gouvernement et que nous avons décidé de suspendre provisoirement notre mot d'ordre pour laisser place au dialogue. Cependant, le CD de l'USN reste vigilant quant à cet engagement pris par le gouvernement. Pour l'instant, nous croyons à leur bonne volonté et que dans les prochains jours, si les engagements n'ont pas été honorés, vous allez nous voir à la charge. On va revenir cette fois-ci avec de nouvelles stratégies, avec, Inch'Allah, avec des marches pacifiques, avec des meetings et nous allons nous armer encore plus de persévérance pour faire respecter les engagements qui ont été pris par le gouvernement et que nous puissions au moins resserrer notre rang et c'est de lieu d'appeler toutes les sections de l'ISN et de persévérer dans la lutte, car seule la lutte paye et seule la lutte libère. C'est dire que les cours reprendront dans les écoles en attendant aussi que le gouvernement règle la situation des enseignants. Éducation, toujours le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a animé hier après-midi un point de presse. Ceci est relatif à la situation socio-académique qui prévaut à l'IFTIC. Suivons la synthèse. À travers sa sortie médiatique du 21 novembre 2016, le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC s'est appesanti sur la situation socio-académique de l'établissement en apportant un éclaircissement sur certaines informations véhiculées sur les réseaux sociaux et médias de la place qui ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Je voulais vous dire qu'il y a une autre rumeur qui a circulé, qui a prétendu que des professeurs permanents ou des professeurs vacataires sont en grève. Et c'est bien pourquoi l'établissement est fermé. Il n'y a rigoureusement aucun étudiant, aucun professeur permanent, ni vacataire qui soit en grève. Il a été dit quelque part que l'établissement était agonisant. Et quelques images ont pu être montrées des salles de classe qui étaient fermées. Je ne commente pas les images, mais je donne l'information en rapport avec l'agonie. Je me suis permis d'amener ici la documentation susceptible de prouver effectivement qu'on est loin d'agoniser. S'agissant de la question financière de l'IFTIC, M. Kamel Abdoulaye a relaté que le budget a connu une hausse considérable. En 2010, le budget de la maison était de 166 millions. Aujourd'hui,
est de 830 millions. Rappelons que IFTIC est un établissement public à caractère administratif. Autre aspect dans cette édition, à l'occasion de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat, une de nos équipes s'est intéressée à l'entrepreneuriat des personnes handicapées au Niger, un secteur qui souffre depuis plusieurs années. Hamza Moukela pour le compte-rendu. Lui, c'est Garba Yahya Lawali, âgé de 38 ans, marié et père de 3 enfants, qui malgré son handicap physique n'est pas resté les bras croisés pour qu'une tierce personne lui assure sa subsistance. Après plusieurs années de formation et de stage en sécurité, il est titulaire de plusieurs attestations de travail de différentes agences et services de la place. Ce n'est qu'en 2010 que Garba Lawali a pu créer sa propre agence de gardiennage et d'entretien des bâtiments, en abrégé AGEB. Cette entreprise, parce que je suis resté dans le service de gardiennage depuis en 1998, ici avec une collègue qui s'appelle Sim Mohamed. J'ai fait l'information de sécurité avec lui. Il m'a remis une attestation de service pour le gardiennage. Ça, par rapport à ces attestations, je voudrais créer une agence pour créer un emploi, pour donner un espoir aux personnes handicapées qui se trouvent dans les mêmes situations que moi. Le rêve de Garba Lawali, en créant son entreprise, est de contribuer au développement socio-économique de notre pays par la création d'emplois accessibles à tous les jeunes. C'est pour lui un moyen de contribuer à la réduction du chômage au Niger et aussi de redonner espoir à tous ceux qui se trouvent dans la même situation que lui. Un rêve qui risque malheureusement d'être tué à l'œuf faute de soutien financier. Malheureusement, les manques de moyens jusqu'à maintenant, on n'a pas installé notre entreprise pour lancer l'activité. Actuellement, je travaille avec 7 éléments. Le rôle c'est la sécurité. Parce qu'actuellement, je n'ai pas les moyens pour lancer l'activité, pour les gardiennages, pour les vigilants. Nous sommes en train de faire une petite activité de parking pour les motos, ici au palais des congrès à la Sony Bank siège. Donc, actuellement, j'ai adressé une lettre au niveau de notre ministère tutelle, qui est le ministère de la Population. Je l'ai adressé plusieurs correspondances pour qu'il m'aide. Pour que je lance une lettre intercessée. Parce que nous, les jeunes promoteurs, on ne peut pas adresser directement au niveau des partenaires. C'est notre ministère qui va prendre notre dossier pour nous chercher une appui. Actuellement, j'ai adressé plusieurs lettres au niveau du ministère de la Population. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu les résultats. J'ai même fait au niveau de la banque pour chercher des crédits. On m'a dit vraiment il faut que je présente une acte de cession de garantie. Donc, malheureusement, nous, les jeunes promoteurs, on n'a pas de moyens comme un titre foncier pour déposer au niveau des banques. Jeune et ambitieux, Lawali a dans ses projets la création d'un centre de métiers pour les personnes handicapées en vue de lutter contre la mendicité, car, dit-il, les handicapés peuvent, selon leur cas spécifique, être utiles à la société, donc produire des richesses et contribuer au développement de leur pays. C'est pourquoi il invite les bonnes volontés à l'aider dans ce sens. Je lance un appel au nom de notre président, notre père. C'est notre père, le président de la République. Je lance un appel pour qu'il voie mon situation. Depuis en 2010, j'ai eu mon agrément d'exercice. Pour le manque de moyens, jusqu'à maintenant ici resté bras croisés. Si j'ai eu un appui pour l'achat des matériels, une locale, vraiment je vais laisser à mon activité. Je vais promettre par rapport à travers de cette entreprise, je vais aider les personnes handicapées par rapport de cette entreprise pour verser 15% les bénéfices annuels de l'entreprise. Je vais les verser pour aider les personnes handicapées dans leur métier, activité comme les centres de métiers. Je vais appuyer les handicapés par rapport des formations et par rapport de leur activité. Je lance un appel à notre maire, Malika Issoufou. Docteur Malika Issoufou, il a dit, elle c'est le président, c'est le maire des personnes handicapées locomoteurs. Je lance un appel au niveau de Malika Issoufou. Il n'a qu'à voir mon situation pour me chercher des financements par rapport à l'achat des matériels. C'est l'achat des matériels qui me cause jusqu'à maintenant. Depuis en 2010, je n'ai pas installé mon entreprise. Je lance un appel au niveau de Malika Issoufou, au notre ministère tutelle, qui est le ministère de la Population, de me chercher une appui pour que j'achète les matériels. L'esprit d'entrepreneuriat n'est pas fonction du physique. Il est plutôt fonction du courage et de l'engagement du jeune entrepreneur. Lawali vient là de donner la preuve que le handicap n'est pas une fatalité et qu'on peut changer les choses en étant même handicapé.
Lawali ne demande qu'un coup de main pour la réalisation de ces projets. Oui, ça c'est une très bonne initiative. Bonne chance donc à Lawali Yahaya. Suite de cette édition, parlons dans ce journal de la situation des enfants, cette couche de la population très vulnérable, mais qui pourtant constitue un véritable trésor pour un pays. Notre reporter Rachida Isaka s'est intéressé à ces sujets. Suivons son reportage. La question sur la protection et la promotion des droits liés aux enfants reste toujours d'actualité dans notre pays, vu le contexte actuel marqué par plusieurs pesanteurs socio-économiques. Les enfants n'ont pas accès à l'école et les enfants sont utilisés dans des travaux vraiment pénibles comme au niveau des mines, au niveau de l'exploitation de l'or, ceci, les enfants sont utilisés. Donc en plus de cela, vous voyez dans nos rues aujourd'hui comment les enfants sont utilisés comme des mendiants, talibés, n'est-ce pas? Tout ça, ça constitue que les enfants, particulièrement les jeunes filles et les jeunes garçons, n'est-ce pas, manquent vraiment de protection suffisante dans notre pays, surtout quand vous faites le tour dans les zones reculées, n'est-ce pas, où dans certaines zones la présence de l'État n'est pas suffisante, n'est-ce pas, les enfants sont trop violentés dans leurs droits. Est-ce que vous voyez? Et donc c'est ce qu'on dit que vraiment par rapport à cette question, il reste beaucoup à faire dans notre pays. Une situation reluisante auquel beaucoup reste à faire en matière de l'amélioration des conditions de vie de cette frange de la population, notamment dans le domaine de l'éducation. Le plus important, c'est d'éduquer les enfants. Parce que, donc l'éducation, en réalité, c'est ça qui peut solutionner à long terme ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez dans nos campagnes, n'est-ce pas, le taux d'enfants en âge d'aller à l'école, qui ne vont pas à l'école, c'est vraiment effrayant. Parce que par rapport à ça, l'État doit intégrer ça dans ce sens. Parce que vous voyez aujourd'hui, le Niger, c'est l'un des pays où le taux de fécondité est plus important, n'est-ce pas? Et face aussi du fait que nous sommes un des pays où les ressources n'existent pas suffisamment, c'est-à-dire que nous sommes classés parmi les pays pauvres. Si je prends la situation actuelle, les élèves sont en débrayage régulier, les enseignants sont en débrayage régulier, de telle sorte que personne ne se retrouve. Et nous, en tant que parents, le problème c'est quoi? Tu es à la maison, le matin l'enfant quitte, il est réveillé, il te tombe sur le bras. Et un enfant qui n'est pas à l'école, c'est un risque. Véritable socle de développement de toute nation, les enfants subissent aujourd'hui plusieurs atrocités à cause de leur vulnérabilité. C'est pourquoi la date du 20 novembre est retenue par les Nations Unies comme journée internationale des droits des enfants en vue de se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées à l'égard de ces derniers dans le monde entier. Le volet reportage dans ce journal nous amène à la découverte de ces femmes qui exercent des activités génératrices de revenus. Elles sont en effet nombreuses à exercer des petits métiers en vue de vaincre la pauvreté. Retrouvons Rachida Isaka pour plus de précisions. Considérées comme une force vive essentielle à mobiliser de manière efficace afin de donner une nouvelle impulsion au développement socio-économique du Niger, les femmes exercent de plus en plus de diverses activités génératrices de revenus à travers leur insertion dans les différents centres de formation. On fait tout comme les sacs, les ensembles des babouches et des sacs à main, avec les robes de nuit, avec des calebasses qu'on met sur les murs, avec des rideaux. On fait beaucoup de choses. Maintenant, j'ai 20 ans, je suis en train de travailler ici. J'ai trouvé beaucoup d'avantages parce que nous trouvons des formations. J'ai parti en France, au Canada. Je suis parti au CIAO. Maintenant, je vais aller au Mali. Une initiative qui permettra à ces dernières d'être plus actives en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Si vraiment tu as appris, tu t'en sors. Tu es chez toi, tu n'as pas besoin de faire aller et viens, va et viens. Donc tu es sur place, tu peux faire, il y a quelques métiers que tu peux faire sur place sans toutefois te tracasser. En tant que femme, on devait savoir comment mener une vie en foyer. Donc j'ai appris beaucoup de choses en tant que femme. J'appelle beaucoup les femmes à s'inscrire ici. Même si tu n'as pas été à l'école, tu auras à gagner ta vie. Tu auras à apprendre à faire
à faire des choses pour toi-même et ensuite tu peux aussi vendre pour gagner ta vie. Vu leur détermination à travers ces activités génératrices de revenus, les femmes entendent imposer leur autonomisation afin de trouver une issue favorable à leur bien-être et celle de leur famille. Actualité internationale à présent, mort de 5 militaires maliens dans une attaque attribuée à des djihadistes pendant les élections municipales ce dimanche. Suivons le récit. 5 militaires maliens ont été tués dimanche dans une attaque attribuée à des présumés djihadistes pendant les élections municipales, a annoncé ce lundi des sources de sécurité maliennes. Dimanche, après les opérations de vote, un convoi de l'armée venant du nord, se dirigeant vers la localité de Douenza, au centre, et transportant des urnes en vue du dépouillement, a été attaqué par des djihadistes et 5 militaires maliens ont été tués. Les Maliens votaient dimanche pour le scrutin municipal, première consultation depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2013, avec une participation qui s'annonçait faible en raison notamment de l'instabilité persistante dans un pays sous état d'urgence, pour lequel aucun de participation n'était connu à la mi-journée, coïncide avec le premier anniversaire de l'attentat djihadiste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako. La CMA, coordination des mouvements de l'Azawad, ex-rébellion, avait dénoncé l'entêtement du gouvernement à organiser ce scrutin avant l'installation dans le nord des autorités intérimaires prévues pour l'accord de paix de mai-juin 2015 et le retour des dizaines de milliers de réfugiés et des déplacés qui sont directement concernés. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon appelé samedi le gouvernement, l'opposition et les groupes signataires de l'accord de paix de mai-juin 2015 à garantir la tenue sans incident des élections dans les localités où les conditions politiques et sécuritaires permettent leur organisation. Explosion en Libye d'une voiture piégée qui a fait au moins 4 morts et 13 blessés. L'explosion s'est produite devant l'hôpital à Benghazi. Au moins 4 personnes ont été tuées et 13 autres blessées ce lundi dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un hôpital à Benghazi, dans l'est de la Libye, a-t-on appris de sources médicales. L'explosion a eu lieu devant l'hôpital Al-Jala dans le centre de Benghazi, a ajouté cette source sous couvert de l'anonymat, précisant que le bilan pourrait s'aggraver. Un officier des forces spéciales, Mohamed Al-Jali, a confirmé l'explosion, ajoutant qu'il n'était pas clair dans l'immédiat s'il s'agissait d'une voiture piégée ou d'un attentat suicide. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi, renversé et tué en 2011 à la suite d'une rébellion soutenue par une intervention militaire menée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les djihadistes résistent toujours à Sirte, dans un petit quartier, Giza al-Baria, 6 mois après le lancement de l'offensive de reconquête de la seule ville contrôlée par le groupe EI, État islamique en Libye. Désormais, les djihadistes sont acculés dans ce petit quartier qu'ils défendent farouchement. La situation s'améliore chaque jour davantage. Les djihadistes du groupe État islamique, ces adorateurs de Satan, sont désormais acculés dans de petites parties de la ville. Nous allons reprendre toute la ville bientôt, si Dieu le veut. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Il ne reste qu'une petite partie de la ville à libérer. Nous allons reprendre le quartier d'Al-Giza al-Baria dans les jours à venir. L'opération de reconquête de Sirte progresse depuis son lancement le 12 mai. Les forces loyalistes lançant régulièrement de nouvelles offensives entrecoupées de périodes de calme. Les forces pro-GNA, formées notamment par des groupes armés de la ville de Misrata à l'ouest, ont reconquis la majeure partie de Sirte, ville située à 450 km à l'est de Tripoli et ex-bastion de l'EI en Libye, au prix des combats qui ont fait plus de 550 morts et quelques 3000 blessés dans leur rang. Partons au Sénégal pour découvrir l'apiculture, une filière qui veut se moderniser dans ce pays. L'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste à l'élevage d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche. Au Sénégal, la filière veut se moderniser et permettre aux femmes, aux jeunes et aux personnes défavorisées de jouir des potentialités qu'offre l'apiculture. Et la mise en place ce lundi à Dakar de la plateforme sénégalaise des acteurs de la filière apicole s'inscrit dans ce cadre.
Le problème des apiculteurs au Sénégal, c'est la formation, l'équipement, mais aussi l'organisation de la commercialisation. Et on s'est dit qu'en mettant en place donc cette plateforme au niveau national et en ayant des cellules au niveau des régions, ça va faciliter l'écoulement de ces produits, mais ça va faciliter aussi la formation, c'est-à-dire l'obtention de ressources financières nécessaires pour assurer cette formation, mais aussi pour équiper ces apiculteurs avec un matériel apicole moderne. La création de la plateforme rentre dans le cadre du programme d'appui au développement de l'apiculture en partenariat avec l'UABIRA, le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. Nous avons décidé de doter 3 groupements de femmes de 1800 ruches. Ce sera fait dans les 1 ou dans les 2 mois qui suivent. En tout cas, au plus tard en janvier, ce sera fait. Et vous avez constaté, je parle plutôt de ruches modernes. Parce que ce que nous utilisons maintenant, c'est nos ruches traditionnelles. Or, avec nos ruches traditionnelles, on ne peut avoir maximum que 2 récoltes par an. La République populaire de Chine produit 4 fois plus de miel que tout le continent grâce à la technologie notamment. D'où l'importance de la modernisation de la filière apicole et la formation des acteurs du secteur en Afrique. Dans cette optique, des formations à l'attention de 5000 des acteurs de la filière apicole est prévue au Sénégal dans le cadre du renforcement des capacités de ces derniers. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cet élément de l'apiculture au Sénégal qui prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision citoyenne, la télévision Niger 24. Au revoir.